C'est la plus ancienne association de défense du patrimoine français puisqu'elle a été créée en 1901 au lendemain du vote de la loi sur les associations qui nous sert encore aujourd'hui de base pour toutes ces activités démocratiques. C'est une loi à laquelle nous sommes évidemment très attachés, comme je crois tous ceux qui sont attachés à la vie démocratique en France. Et en 1901, elle regroupait autour d'une personnalité qui est Sully Prudhomme, elle regroupait des gens qui s'inquiétaient d'une transformation, alors qui n'était pas seulement une transformation de l'architecture dans les villes, hein, avec les grands immeubles, la révolution des matériaux, l'apparition du béton, de la fonte, etc. Mais aussi, et c'est d'ailleurs sa première mission, sa première tonalité, si j'ose dire, du massacre des paysages. Alors c'était le début de l'industrialisation à grande échelle, premier problème que nous avons aujourd'hui avec les éoliennes, avec les usines électriques, les barrages, les premières constructions qui commençaient à se voir hein, dans le paysage immémorial de la campagne française. Donc la société s'est créée autour de gens qui voulaient défendre cela. Et son deuxième président, Charles Beauquier, qui était un député du Doubs, un personnage tout à fait extraordinaire, et je recommande d'aller voir sur internet sa photo qui est incroyable, c'est un personnage avec une barbe en broussailles, enfin un vrai député du 19e siècle, va porter en 1906 la première loi de protection du paysage qui porte son nom. La loi de Charles Beauquier en 1906 est la mère de l'actuelle loi de 1930 qui est donc notre texte aujourd'hui législatif pour protéger les sites. Au cours de sa longue histoire, hein, 112 ans maintenant, presque 112 ans, la SPEF a utilisé plusieurs armes. D'abord, simplement l'arme de la mobilisation. Des citoyens prennent acte d'une situation et veulent exprimer un point de vue qui n'est pas forcément celui de l'administration. C'est le début de la vie associative, c'est ça. C'est se regrouper et prendre acte de quelque chose. Ensuite, elle a commencé parce que c'était une autre époque, avec évidemment des présidents et des membres qui étaient souvent des gens importants ou qui avaient des relations. Elle a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics. Et nous tenons, dans la culture de la société que je préside, nous tenons à cet aspect des choses, évidemment. Nous sommes une association qui peut s'opposer, mais nous ne sommes pas des contestataires au sens d'une association qui serait comme un électron libre. C'est une association qui possède aussi un peu un caractère institutionnel. Et l'idée donc était d'agir au mieux auprès des cabinets ministériels, de certains élus, comme nous l'avons fait jusqu'au Grenelle par exemple. Donc ça c'est un premier aspect d'action. Le deuxième aspect a été un aspect d'information. D'abord par le biais de revues un peu sélectives, un peu des conférences aussi, et puis plus tard, la création en 1958 d'une revue qui existe encore, qui est un trimestriel, Sites et Monuments, qui est très apprécié, très lu, diffusé sur tout le territoire, et qui donne une somme très importante d'informations sur tous les départements du patrimoine français. À côté de cette revue, qui est une revue d'information, avec des articles polémiques, des articles d'information, des articles prospectifs aussi, qui a évolué récemment, que j'ai essayé de faire évoluer, la SPEF s'est aussi positionnée assez tôt, et avec beaucoup de courage, parce que c'est une chose très difficile évidemment, dans l'action en justice. Parce qu'il est évident que se mobiliser c'est bien, discuter avec les pouvoirs publics c'est bien, essayer de convaincre c'est très bien, publier une revue c'est très bien, mais ça ne suffit quelquefois pas à faire triompher bien sûr ce que nous pensons être le bien public, le bon sens, etc. Donc nous avons été amenés. Mon anté-prédécesseur, Jacques Sylvestre de Sacy, avait lui-même conduit plusieurs actions, certaines couronnées de très grands succès dans les années 60-70 à Paris. Il a été un des grands défenseurs des Halles avec Jean-Pierre Bablon et Michel Fleury, mon maître. Et par ailleurs, ces procès se sont multipliés dans les années 80-90, à l'époque où la SPEF avait la chance d'avoir dans son conseil d'administration un extraordinaire avocat qui était maître Olivier Chalot, un ami très proche qui est malheureusement disparu très jeune et qui était notre avocat qui faisait à tout coup vraiment des miracles. Donc cette action en justice, j'ai tenu à la relancer depuis que j'ai été élu président il y a 1 an parce que c'est évidemment une des façons pour nous de montrer notre crédibilité et aussi de montrer au pouvoir public que nous ne sommes pas de simples amateurs sympathiques qui nous réunissons de temps à autre pour parler de patrimoine. Alors j'ai actuellement une dizaine de procédures judiciaires en cours. Vous le savez, la justice administrative est très favorable si on s'y prend bien pour les recours des associations. C'est de la justice administrative, donc nous allons au tribunal administratif et puis ensuite dans la cour administrative d'appel, éventuellement après jusqu'au Conseil d'État. Mais donc c'est une procédure que nous avons maintenant l'habitude depuis vraiment longtemps de pratiquer. Ce sont des procédures assez longues, coûteuses, c'est vrai, mais nous avons un excellent avocat qui pratique
grâce à Dieu, des prix relativement accessibles pour des associations de citoyens, qui ne sont pas des grands groupes financiers, évidemment. Et ces recours nous servent un peu comme une sorte d'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne va pas attaquer tout, et tous les permis de démolir de France et de Navarre. Il faut sélectionner les meilleurs combats, ceux qui sont à la fois justes sur le plan du combat lui-même et complètement représentatifs de ce que nous voudrions montrer en dehors de l'association, parce que pour moi, le procès, c'est d'abord, il y a une logique interne, si vous voulez, c'est sauver quelque chose, mais il y a aussi une logique externe qui est une logique de pédagogie. Voilà ce qu'il faut défendre, voilà comment il faut le faire, et quand on sauve quelque chose, on le sauve pour lui-même et pour le message que ça peut permettre de délivrer auprès d'élus, de promoteurs ou de gens qui ne se rendent pas compte des choses. Donc, je peux citer un procès qui m'occupe beaucoup, évidemment, qui est celui que j'ai fait, un recours contre la déclaration d'utilité publique de destruction de la rue des Carmes à Orléans, à la demande du maire actuel d'Orléans, qui a manifestement des difficultés avec son patrimoine, ou plutôt avec notre patrimoine. Et lorsque le ministère de la Culture n'a pas été en mesure de s'opposer, dans l'ancienne majorité, au maire, il a fallu prendre une décision donc assez lourde de conséquences pour nous, c'est d'attaquer l'arrêté du préfet, la déclaration d'utilité publique que le préfet a prise pour permettre la destruction, évidemment, ensuite des maisons du Moyen-Âge et du XVIe siècle et du XVIIe siècle de la rue des Carmes à Orléans. Et puis il y a eu les élections et le nouveau ministre, lui, a pris un parti qui nous paraissait juste, mais qui aurait dû être pris très en amont, c'est d'annoncer la protection de cette portion précieuse de la rue des Carmes. Le problème, pour moi, c'est qu'en réalité, dans l'instant, la déclaration d'utilité publique préalable à la destruction, elle est toujours valable. Et d'ailleurs, après la déclaration du ministre, j'ai reçu le mémoire en défense de la partie adverse, dont le dernier mémoire est arrivé fin août. Donc, vous voyez, l'intérêt d'une telle procédure, même si on pourrait se dire ça ne sert à rien, le ministre a fait son travail, quand même ça nous permet de rester dans le jeu et de nous assurer qu'il n'y aura pas un accident, parce que si la déclaration d'utilité publique n'est pas attaquée, alors les permis de construire seront très difficiles à combattre ensuite. Vous voyez, il y a une logique là. De la même manière, nous avons un procès retentissant, celui-là va faire beaucoup parler évidemment, il en a déjà fait parler, contre les manipulations très compliquées que la ville de Paris opère dans le secteur de Roland-Garros pour permettre l'extension que nous combattons du stade de Roland-Garros, ou plutôt des stades de Roland-Garros. Donc dans l'état du dossier, nous avons présenté avec le concours d'une autre association reconnue d'utilité publique, comme nous le sommes, qui est les Vieilles Maisons Françaises et son président Philippe Toussaint, un contre-projet à ce que Roland-Garros prétend être la seule solution, naturellement comme par hasard, qui est de s'étendre sur les serres d'Auteuil et de massacrer un site tout à fait remarquable, protégé au titre des monuments historiques d'ailleurs. Ce contre-projet a été bien accueilli dans la presse, évacué d'un revers de main par nos adversaires de la Fédération française de tennis. Je dis adversaires dans le sens sportif du terme, évidemment. Et donc, il est clair que nous allons au procès, et là, nous attaquons, dans les quelques jours qui arrivent, la révision du PLU de Paris, qui permet les manipulations, d'où les constructions à venir qui menacent le bois de Boulogne. Je rappelle, le bois de Boulogne, site classé intégralement par la loi de par un décret de 1957. Mais depuis cette date, il n'a cessé d'être grignoté, qui une autoroute, qui un parking, qui des affectations, etc. Et Roland-Garros n'est pas le dernier dans ce grignotage. Donc voilà un des grands procès que nous menons aujourd'hui, avec, bien sûr, comme très souvent, soit d'autres associations locales. Nous sommes une association nationale, avec une reconnaissance d'utilité publique, donc nous pouvons prêter aussi cette recevabilité, mais j'aime toujours, et je crois que c'est meilleur, agir aussi avec des associations locales ou des citoyens, parce que ça montre évidemment qu'il y a une convergence d'intérêts, et pas, ce qu'il faut surtout éviter, le chantage ou des intérêts privés. Moi je ne défends pas d'intérêts privés, je n'ai rien à gagner, j'ai que des coups à prendre, je défends ce que je crois être le bien public, et souvent d'ailleurs, il faut dire que je ne fais que défendre des lois qui sont votées par le Parlement, qui sont mal appliquées par l'administration et qui suffirait d'appliquer pour que je démissionne de cette association et que nous nous dissolvions. Nous sommes là vraiment en permanence, mais c'est normal, je crois que dans une démocratie, jamais l'État ne peut tout faire et bien, donc il a besoin des citoyens, heureusement, et les citoyens sont là en association pour l'aider à prendre les bonnes décisions, ou alors carrément pour l'éviter d'en prendre de mauvaises. Les ressources, c'est très clair et tout est transparent parce que nous avons un commissaire aux comptes et tout ça peut être consultable et consulté. Elles ne proviennent que des adhésions
Nous avons plusieurs milliers d'adhérents, ça c'est une chance et une force, hein. Mais les adhésions et la vente du bulletin, encore que souvent d'ailleurs ce soit la même chose, elles soient comprises l'un dans l'autre, sont notre grande ressource. Après ça, nous pouvons recevoir des dons. Nous avons eu la chance d'avoir un legs, un appartement par exemple, qui nous a permis d'avoir des bureaux corrects à Paris. Nous n'avons pas de subvention du ministère, ou plutôt nous avons deux subventions, une du ministère de l'écologie et une du ministère de la culture, qui sont nos deux partenaires principaux, mais qui sont en fait des subventions qui nous servent à délivrer des prix de bonne restauration, bonne mise en valeur, etc. Donc c'est de l'argent qui traverse à travers nous. Il existe, je ne le nie pas, mais il n'est pas fait pour faire fonctionner l'association. Nous sommes donc indépendants au sens propre et noble du terme, avec une fragilité financière énorme. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, il y a des permanents, mais beaucoup de bénévoles évidemment. Et l'appel que je pourrais lancer, évidemment, il n'est pas très original et en ce moment il ne tombe pas très bien, c'est évidemment que tous ceux qui s'intéressent au patrimoine, qui sont très nombreux, même si on exagère toujours un peu les chiffres au moment de la journée du patrimoine, tous ceux qui n'ont pas totalement envie de voir disparaître un certain nombre de monuments ou de paysages qui les entourent, qui forment le fond de l'œil, le fond de leur mental, si j'ose dire presque, eh bien que ces gens-là se mobilisent. Alors soit ils adhèrent, et ça ne coûte pas grand-chose d'adhérer, et ça fait de la force, ça fait du nombre, hein, soit ils peuvent faire un don, et même modeste, des tout petits, j'ai mis en ligne le système du micro-don, on peut donner 1 euro, 3 euros, 5 euros, sur une cause précise. Hein. Je reçois beaucoup de dons en ce moment, par exemple pour le bois de Boulogne. Il est clair que les gens sont absolument scandalisés que la Fédération française de tennis s'installe dans le bois comme si de rien n'était. Et donc on voit aussi les dossiers qui sont portés par la demande, hein, de nos adhérents ou des citoyens qui veulent nous rejoindre. Comme nous sommes reconnus d'utilité publique, vous pouvez déduire 66% de vos impôts, à hauteur de 20% bien sûr du revenu imposable. Alors le nouveau site de la SPEF, c'est une espèce d'histoire à rebondissement, parce que ça a été difficile, c'est un problème aussi de culture, changer de paradigme, hein. On était très papier avec la revue, que tout le monde aime beaucoup, donc j'ai un peu appuyé pour aller vers l'internet, avec évidemment un modèle indépassable qui est la Tribune de l'Art. On voudrait être aussi bon que la Tribune de l'Art, mais je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le site va ouvrir dans 10 jours. Ils ont très simplement sppef.fr, hein, donc l'acronyme .fr, et il présentera à la fois nos actions, les combats que nous pensons justes, mais aussi des informations pour les adhérents, avec un espace dédié, des informations juridiques aussi. Bref, une boîte à outils et en même temps une caisse de résonance de tous les combats que nous avons aujourd'hui, la prétention et l'ambition en tout cas de mener pour essayer que ce pays reste, comme on nous le dit, le plus beau pays du monde. J'en suis pas toujours tous les jours convaincu, mais on peut essayer en tout cas de faire que la France reste ce pays que nous aimons. On n'a pas honte de dire, dans le titre, il y a ce mot esthétique, que nous défendons le beau. Aujourd'hui, ça fait rire tout le monde, plus personne ne parle de beau, sauf qu'à la fin, ça se termine toujours par j'aime, j'aime pas. Alors nous, on a pris parti, on défend ce que nous croyons être beau, et on essaie de transmettre après nous.